Je voudrais remercier le docteur Isabelle Acquenin pour son invitation et en particulier pour avoir laissé une place au nerf optique, puisque comme on m'a expliqué hier soir, c'est important le nerf optique, puisque c'est la seule partie qui reste attachée quand tout se décolle. J'ai trouvé ça assez réaliste. Donc voilà, je vais vous parler des quelques actualités qu'on a en ce moment en neuro-ophtalmologie, et je n'ai pas le pointeur. Donc voilà, j'ai choisi, pour des raisons de timing, de me focaliser sur 3 parties du nerf optique. Les neuropathies optiques inflammatoires, on va voir très rapidement les actualités. Les neuropathies liées à l'hypertension intracrânienne idiopathique et les neuropathies optiques héréditaires de Leber. Alors, concernant les névrites optiques, donc, quelles sont les actualités? Vous avez tous entendu parler de l'ONTT, qui était l'étude Princeps, qui nous a permis vraiment de connaître la prise en charge des neuropathies optiques inflammatoires. Et en fait, l'ONTT, elle ne concernait que ces névrites optiques qui étaient dites typiques, les névrites de sclérose en plaques ou les névrites optiques idiopathiques. Et donc, actuellement, on distingue d'autres catégories de neuropathies optiques inflammatoires démyélinisantes, mais qui sont atypiques. Et c'est l'émergence de toutes ces neuropathies optiques NMOSD qu'on connaît de mieux en mieux et qui sont de définition relativement récente. Alors, les AQP4 sont connus quand même depuis quelques années, je dirais depuis 2008-2010. Les anti-MOG sont de connaissances plus récentes et en tout cas on les dose de façon vraiment active et répétée beaucoup plus récemment et du coup leur connaissance physiopathologique et leur connaissance en termes de pronostic est vraiment quelque chose qui est en perpétuelle évolution ces dernières années. Alors concernant donc les NMOSD, les AQP4, on sait qu'elles ont certaines particularités, elles sont fréquemment bilatérales avec des prises de contraste qui sont beaucoup plus étendues que dans les névrites classiques, si bien qu'on les suspecte parfois dès l'IRM. Elles peuvent être associées ou non à des myélites. Alors avant, on pensait qu'elles étaient d'emblée bilatérales et associées à une myélite. En fait, on peut avoir une névrite optique anti-AQP4 strictement unilatérale, donc qui va mimer une névrite optique idiopathique. Et c'est important de les reconnaître parce qu'en fait, tout ce qu'on sait des névrites optiques de l'ONTT, qui est quand même une étude maintenant qui est très ancienne, est balayé pour ces neuropathies optiques du spectre de De Vic, puisqu'elles ont un pronostic qui est complètement différent. Elles vont avoir un pronostic clairement aggravé en cas de retard à la prise en charge, alors que dans l'ONTT, on disait que le pronostic était le même avec ou sans corticoïdes et que c'était uniquement la vitesse de récupération qui changeait. On va aussi avoir une prise en charge différente parce qu'on sait qu'elles peuvent être aggravées si on rajoute de l'interféron ou du natalizumab, c'est-à-dire si on les traite comme une sclérose en plaques. Donc il faut surtout les reconnaître. Et puis, il va falloir passer très rapidement aux échanges plasmatiques chez ces patients-là. Alors, je passe sur la classification parce qu'on n'a pas tellement le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant, on disait qu'il fallait l'atteinte bilatérale plus la moelle pour faire le diagnostic. Ensuite, en 2010 à peu près, ont été découverts ces anticorps et du coup, on parle d'atteinte unilatérale plus la moelle. Et puis maintenant, même une névrite optique toute seule avec les anticorps peut définir un De Vic et donc c'est pour ça qu'on en voit un petit peu plus. Ce qu'on va voir de façon vraiment beaucoup plus fréquente, c'est les anti-MOG. Les anti-MOG, elles sont encore classées dans le spectre de De Vic, mais il est très probable qu'en fait, elles trouvent leur place dans une autre classification qu'on appelle les MOGAD, en fait, et qui regroupe toute une série de maladies anti-MOG, comme l'encéphalomyélite aiguë disséminée qu'on voit chez les enfants, des névrites optiques anti-MOG, des encéphalites, des myélites. Enfin, ça regroupe toute une série de manifestations possibles qui ont vraiment un pronostic complètement différent. C'est le même spectre clinique. La seule chose, c'est que vous avez donc fréquemment un œdème papillaire, des formes œdémateuses fréquentes, unies ou bilatérales, et notamment une petite particularité, c'est que ça peut toucher des patients beaucoup plus âgés que les névrites optiques classiques. Et donc, si vous avez un patient de 70 ans avec un œdème papillaire, mais qu'il a des douleurs à la mobilisation du globe, ou au contraire, un œdème papillaire avec indolore et des petites hémorragies, comme on aurait pu dire Noya chez un patient de cet âge-là, mais que le scotome est par exemple très central, vous allez suspecter un anti-MOG qui est un diagnostic différentiel de Noya chez ces patients un petit peu âgés. Et c'est très important parce que vous allez les traiter complètement différemment. D'accord ? Alors, donc ça, c'est ce que je vous disais, largement sous-estimé. Si on les cherche, on en trouve vraiment beaucoup, et des spécificités thérapeutiques, puisqu'il faut les traiter un petit peu plus agressivement. Alors, rapidement, donc, les deuxièmes actualités concernent l'hypertension intracrânienne. J'ai choisi d'en parler parce que vraiment leur incidence est en train d'exploser. Je pense que tout le monde en voit à ces consultations.
L'incidence suit la courbe de l'obésité, donc forcément, c'est de plus en plus fréquent. Et il est vraiment important de les connaître parce que si avant on parlait d'HTIC bénigne, on se rend compte qu'en fait, il y a un handicap visuel irréversible chez 25% de ces patients, plus ou moins important. Et puis surtout, il y a une charge économique qui est incommensurable du fait de la quantité d'arrêts de travail pour ces patients qui ont des céphalées perpétuelles et qui ont des signes subjectifs qui vont clairement impacter leur vie professionnelle. Alors là, les actualités, c'est la découverte de ce qu'on appelle le système lymphatique. On a tous appris dans nos études de médecine qu'il n'y avait pas de lymphatique au niveau du cerveau. En fait, avec les progrès de l'imagerie, on voit de plus en plus des choses qu'on ne voyait pas avant. Et vous pouvez voir ici qu'il y a ces petits vaisseaux lymphatiques de part et d'autre des sinus veineux et qui n'étaient pas connus et qui vont participer au drainage du LCR de la même façon que la voie d'excrétion veineuse. C'est un drainage qui va se faire le long des nerfs, d'accord, avec une trajectoire finalement qui ressemble beaucoup à celle des espaces dilatés qu'on voit chez les patients avec une HTIC. Les patients avec HTIC, vous avez une dilatation des gaines des nerfs optiques, vous avez une dilatation de la gaine D3, un arachnoïdocèle célaire. Et bien, lorsque vous regardez les voies de drainage lymphatique, vous voyez que c'est exactement ces voies de drainage périnerveuses qui sont finalement engorgées chez les patients HTIC. Il est donc très probable que l'hypertension intracrânienne idiopathique soit un engorgement finalement de ce système lymphatique, un espèce de glaucome du cerveau, si vous voulez, sans hydrocéphalie. Et ça ouvre la porte à toute une série de thérapeutiques qui sont actuellement en cours d'étude pour jouer sur ce drainage lymphatique et essayer d'améliorer les choses chez ces patients. Alors, je vais passer rapidement sur les thérapeutiques, juste pour vous dire une implication de ce système lymphatique et de la connaissance de son rôle avec le système de drainage veineux, c'est que lorsque vos patients sont en échec du Diamox, eh bien, une alternative, ce sera les stents des sinus veineux, qui est de plus en plus pratiqué, justement pour améliorer ce drainage veineux qui est défectueux chez ces patients en hypertension intracrânienne. Alors, le stenting, c'est extrêmement intéressant parce que, alors, ce n'est pas un traitement de première intention, bien sûr, c'est un traitement de deuxième ligne, mais vous avez une technique qui est de plus en plus au point, avec un placement du stent, du positionnement du stent qui est vraiment assez sûr, et une régression de l'œdème papillaire quasiment dans tous les cas, avec une normalisation de l'examen ophtalmologique et une disparition des céphalées et des acouphènes qui est extrêmement intéressante chez ces patients-là. Donc là encore, en cas d'échec du Diamox, c'est moins lourd qu'une dérivation ventriculo-péritonéale. Et donc là, il y a des études en cours pour évaluer la place du stent versus la place de la dérivation. Mais je pense que la majorité des équipes qui pratiquent le stenting maintenant placent clairement le stenting avant la dérivation dans l'arsenal thérapeutique. Et puis la troisième actualité, pour terminer, c'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Je pense que vous en avez tous entendu parler des progrès réalisés ces dernières années dans la neuropathie héréditaire. Alors, vous savez qu'on était assez démunis. Alors, on utilisait l'idébénone déjà depuis très longtemps, mais avec l'arrivée du Raxone, on a eu un traitement qui était plus fortement dosé, qui permettait de diminuer les nombres de comprimés ingérés par les patients, puisqu'avant, on les mettait sous mnésis, il fallait qu'ils prennent une douzaine de comprimés pour arriver aux bonnes doses, et on était hors AMM. Là, le Raxone a permis donc une prise de 6 comprimés par jour, 2 comprimés x3 pour atteindre 900 mg d'idébénone. Donc, c'est un dérivé du coenzyme Q10. Et puis surtout, l'arrivée de la thérapie génique dans les neuropathies optiques héréditaires de Leber, qui pour l'instant ne s'adresse pas à tous les patients. C'est ceux qui sont porteurs de la mutation 11778 et qui a été évaluée dans différentes études, notamment les études Rescue et Reverse, qui sont donc des études de phase 3 randomisées avec une injection unilatérale donc dans un œil de thérapie génique et puis dans l'autre, vous aviez une injection sham. La différence majeure entre les Rescue et Reverse, qui sont vraiment deux études sœurs, c'est la durée d'évolution des symptômes. Moins de 6 mois pour la première étude et des patients qui étaient diagnostiqués entre 6 et 12 mois pour la deuxième étude.
Et les résultats donc, ont montré, alors pour l'étude Rescue, un même pronostic visuel dans les yeux injectés non injectés, ce qui a appelé à plusieurs discussions sur le sujet, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi l'œil non injecté s'était amélioré également. Et l'étude Reverse qui montrait un gain moyen de plus 15 ETDRS par rapport à la baseline pour les yeux traités, mais là encore, donc une amélioration de l'autre œil qui était difficile à expliquer. Et puis ces deux études ont été complétées par l'étude Restore, qui en fait était le follow-up à long terme de ces patients. Et on voit que la qualité de vie liée à l'amélioration des symptômes suite à la thérapie génique se maintenait dans les 3 années suivant l'injection. Et vous pouvez combiner les deux. Donc maintenant, la thérapie génique est accessible. Vous pouvez adresser vos patients, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et ça peut être combiné à un traitement par Raxone, alors que dans les études, c'était l'un ou l'autre, forcément, pour évaluer l'efficacité des traitements. Là, maintenant, ils peuvent bénéficier des 2 lignes de traitement s'ils relèvent de ce cas de figure. Voilà, je voudrais terminer en remerciant les différents membres de l'équipe de neuro-ophtalmologie de la Pitié-Salpêtrière et en particulier tous les collaborateurs des autres spécialités transversales sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci beaucoup.